Bonjour, on est le 29 septembre 2020, en ce jour de mardi 29 septembre 2020. Bon, la météo, euh, on a une matinée avec une petite clarté qui est apparue parmi cette innombrable torrent de pluie qui se déverse depuis euh, voilà une semaine. Mais la météo, je veux dire, est vraiment variable. Bon, autant on avait de la clarté ce matin et on ressent la lourdeur des nuages qui arrivent. Voilà, ceci étant dit, je vous montre ici un petit énoncé. Voilà, on verse 200 grammes d'eau dans un récipient calorimétrique en cuivre pesant 0,151 kg force. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne fais pas de dessin parce que on verse, si vous voulez, de l'eau dans un récipient calorimétrique qui est lui-même en cuivre. Voilà, et qui pèse, bon, l'eau c'est 200 grammes et le récipient c'est 151 kg force. Alors on enregistre la température initiale de 18,6 degrés Celsius. Après introduction de 85 grammes de cuivre, voilà, ça c'est l'échantillon de cuivre que l'on met dans le calorimètre qui contient l'eau et le vase calorimétrique ou le récipient calorimétrique qui est en cuivre. Donc on met l'échantillon dans le vase qui contient de l'eau. Alors l'échantillon est en cuivre et le vase est en cuivre. Je vous le ferai remarquer. Voilà, après introduction de 85 grammes de cuivre préalablement chauffé à 98,5. Donc le corps chaud étant l'échantillon, il vient probablement d'une étuve. D'une étuve, on a fait chauffer l'échantillon de cuivre à 98,5 et on demande quelle est la chaleur massique du cuivre. Donc ici c'est une recherche de chaleur massique. Voilà. On va rechercher la chaleur massique. Alors, je vous ferai remarquer qu'ici, il y a une unité qui est le kilogramme force. Puisqu'on dit que le vase en cuivre pèse 151 kg force. Bon. Alors, je vais relire les données. On verse 200 grammes d'eau. Bon, donc, on a de l'eau dans un récipient calorimétrique en cuivre. Voilà. Alors, le récipient calorimétrique en cuivre pèse, on donne, voilà, ça marche avec une ancienne unité. Je rappelle que ça, c'est une ancienne unité. Hein. Il ne fait pas partie du système international, kilogramme force. Voilà. Et donc, on enregistre une température de 18,6. Alors, 18,6, c'est l'eau et en même temps le vase. Hein. Le récipient et l'eau font 18,6. Après introduction de 85 grammes de cuivre préalablement chauffé à 98,5. Donc ça, c'est l'échantillon de cuivre. Je ne sais pas si ça vaut la peine de faire un dessin avec ça. Vous comprenez le... Voilà, on a... je vais bien le faire, c'est pas un problème. Bon, on a l'eau. Voilà, l'eau est là. Bien sûr, dans un calorimètre, bon, qui est en... Les contenus dans du cuivre. L'eau est contenue dans du cuivre. Voilà. Donc il faut tenir compte de ça. Bon, du récipient en cuivre et de l'eau. Voilà. Alors, là-dedans, on introduit, avant, ça c'est le système avant équilibre, on a le sous-système 1. Le sous-système 1, il est là. C'est ça. Ça, c'est le sous-système numéro 1. Le sous-système numéro 1, c'est ça. Voilà. Alors, on a un sous-système numéro 2 qui est l'échantillon de cuivre. Voilà, on va mettre un échantillon de cuivre et on va l'introduire, bien sûr, à l'intérieur. Alors, le corps chaud, le corps chaud
c'est l'échantillon de cuivre. Et le corps froid, c'est le récipient avec l'eau. Alors, chacun des éléments ici, comme il y a deux, le sous-système ici est composé déjà de deux sous-systèmes en lui-même. Hein. Voilà. Alors, je vous ferai remarquer que le système complet, c'est ça. Quand on fera le mélange, bon, on reprend les deux. On reprendra les deux. Bon, mais dans un premier temps, on regarde les paramètres initiaux. Voilà, les paramètres initiaux, et puis après on fait le mélange. Voilà, donc, là, on a déjà de l'eau. Dans ce sous-système-là, on a déjà de l'eau et le récipient en cuivre. Donc, ce qui veut dire que il faut tenir compte de deux chaleurs. Chaleur du vase et chaleur de l'eau. Chaque corps possédant sa propre chaleur, donc je vous l'avais dit auparavant dans une des vidéos, chaque corps possédant sa chaleur, comme il y a deux corps, ben, il faudra tenir compte de deux chaleurs. Alors les chaleurs se mesurent par la loi MC delta T, donc on aura M récipient fois le C du récipient, mais qui est en cuivre, hein. Voilà, c'est le C du cuivre quelque part, voilà, fois le delta T que va subir, voilà, le récipient. Alors, on aura une température d'équilibre au mélange. Quand on va mélanger, on va avoir une température d'équilibre, TE. Voilà. On va avoir une température d'équilibre hein, au mélange. Et initialement, voilà, on a la température du vase qui est une température initiale. Donc, la delta T, c'est T à l'équilibre moins T initial pour le vase. Voilà. Alors, combien de ça, c'est pour le cuivre. Ah, c'est pour celui-là. Alors pour cette flèche-ci maintenant, pour l'eau, pour l'eau, ce sera MC delta T. Aussi, mais la différence, c'est la masse d'eau, que j'appelle M0, fois le C de l'eau, que j'appelle C0, fois le delta T, qui est le même que le vase. Parce que la température initiale, ils sont mis tous les deux dans le même, en leur même sein, dans leur même sein, c'est-à-dire qu'on va mettre l'eau dans le vase, l'eau doit être contenue dans un vase, hein, donc il faut mettre l'eau dans le vase, et donc l'eau et le vase ont la même température, j'appelle TI. Donc le delta T ici, ben c'est T à l'équilibre moins TI. Voilà. Alors maintenant, comme il y a deux corps, ben, il faut prendre les deux corps en même temps. Il faudra additionner ces deux chaleurs. On additionne ces deux chaleurs. Ces deux chaleurs-là ben, font la chaleur totale du sous-système du sous-système qui est ici. Le sous-système là, voilà, sa chaleur, c'est ceci. C'est la somme de deux chaleurs. La chaleur de l'eau provenant de l'eau et la chaleur provenant du vase. Alors maintenant, qui va porter cette chaleur-là? Mais c'est le corps chaud. Voilà, le corps chaud va donner sa chaleur. Alors le corps chaud, lui, il a une température bien sûr qui n'est pas TI parce que ça c'est le corps froid. Ça c'est normal. Bon, mais le corps chaud, sa température c'est T corps chaud. Voilà. Alors, le delta T, ce sera T, il va arriver aussi à équilibre, on aura T équilibre moins T corps chaud moins T équilibre. T corps chaud moins T équilibre sera la variation de température. Et la chaleur vaudra la masse de l'échantillon fois le C de l'échantillon qui est du cuivre aussi, hein, fois le delta T que l'on connaît, puisqu'en fait, c'est la température de corps chaud moins la température d'équilibre. Voilà. Et bien sûr, on égale ça. Hein. On va égaler les deux chaleurs parce que c'est voilà, conservation d'énergie calorifique. Donc, on a bien un apport ici qui va se faire, un transfert calorifique. Et donc, on va égaler, si vous voulez, les équations provenant de ceci avec les équations provenant de ceci.
Donc on va égaler les deux et il faudra résoudre l'équation à une inconnue pour avoir le C cuivre qui est la seule inconnue. Parce que tout est maîtrisable là-dedans. C cuivre, c'est l'inconnu. C'est la chaleur massique du cuivre. Alors pour les besoins, je vais travailler en grammes. Et donc en joules par gramme et par degré pour la chaleur massique. Voilà. Donc il suffit juste d'égaler. Je vais égaler les chaleurs. Je vais faire juste une égalité. Voilà. On n'a qu'une seule équation, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qui est maîtrisable là-dedans? Tout est maîtrisable, sauf il n'y a qu'une chose qui n'est pas maîtrisable, c'est la chaleur massique du vase, et la chaleur massique de l'échantillon. Mais en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'ils ont on a les mêmes matières. En prenant les mêmes matières, je me permets on se permet, je m'excuse pas, c'est pas moi, on se permet d'avoir qu'une seule inconnue. Comme on a les mêmes échantillons, enfin le même vase et le même échantillon, ça nous permet d'avoir une seule inconnue. Et donc on peut résoudre le système. Enfin l'équation, je m'excuse, l'équation. Résoudre l'équation. Donc c'est ce que je fais ici, et rien d'autre. Donc la température d'équilibre est de 21,4, ça c'est la température mélange. Et on demande quelle est la chaleur massique du cuivre. Et donc on va retrouver ça. Alors je vous rappelle qu'ici le problème c'est qu'ils ont donné une ancienne unité qui est le kilogramme force. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est le récipient calorimétrique qui fait 0,151 kg force. Alors pour ça que je fais un petit tableau. Je vous rappelle que les unités de force c'est le newton, la dyn et le kilogramme force. Parmi celles-là, on rencontre des anciennes unités. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je fais ici, c'est que 1 newton fait 1 newton, c'est normal. Donc dans la diagonale, tout est égal. Voilà. Alors, une dyn, c'est une dyn. C'est normal parce qu'on se retrouve avec la dyn. Une dyn, c'est une dyn. Bon, 1 kg force, c'est 1 kg force. Donc, c'est tout à fait logique que sur la diagonale, on se retrouve avec tout des 1. Bon, c'est normal. La diagonale va représenter une symétrie. Et la symétrie, la symétrie, c'est voilà. Si on prend une unité, qu'on la compare à elle-même, ça fait toujours, le rapport fera toujours 1. C'est tout à fait normal. Donc on a 1, 1, 1. On aura toujours ça comme ça. Alors ici, il y a juste un petit truc. Je n'ai pas marqué correctement kilogramme force. Voilà. Alors, une dyn, c'est 10-5 newtons. Voilà, c'est 10-5 newtons. Ce qui veut dire que si une dyn fait 10-5 newtons, voilà, ça veut dire qu'un newton fait 10 exposant 5 dyn. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour trouver ces deux-ci? Je vais les mettre avec une certaine couleur. On ne va pas mettre en bleu, mettre en brun. Voilà. Ces deux-ci, ils sont inverses. Dès le moment où, voilà, ils sont inversés. C'est juste deux inverses. C'est juste deux inverses. Là, celui-ci, les deux brins là sont inverses. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait 10-5, si une dyn fait 10-5 newtons, mais un newton fait 10 exposant 5 dyn. C'est juste l'inverse. Tout comme ici, 9,81, je vais le mettre en vert. Je vais trouver une couleur là, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est l'inverse. Si 1 kg force fait 9,81 newtons, 1 newton fait l'inverse de 9,81, c'est-à-dire l'inverse de 9,81. Et l'inverse de 9,81, ça fait 0,119. 0,1019. Voilà, 1019. 0,1019.
ou si vous voulez 1019 10 millièmes. Parce que ça fait 1 dixième, voilà, 10 centièmes, 101 millièmes et 1019 10 millièmes. Voilà, c'est juste un inverse. Hein. J'ai inversé le 9,81. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre 1 divisé par 9,81 à la place de mettre 0,101. Voilà. Alors, celui-ci, ben, vous comprendrez que ça provient d'un calcul. Parce que on sait bien que 1 kg force, c'est 9,81 newtons. Voilà. On sait bien que 1 newton, ça fait 10 exposants 5 din. Voilà. Donc, je sais trouver 1 kg force par rapport à la din. Voilà. Comment? Ben, je viens de vous le dire, hein, en passant par... On sait bien que 1 newton, ça fait 10 exposants 5 din. 1 newton fait 10 exposants 5 din. Voilà. Ça, on le sait. On sait bien qu'un kilogramme force, ça fait 9,81 newtons. Donc il suffit de... Je vous rappelle, hein, je vous le répète, je vais vous répéter pour que vous compreniez bien. 1 newton, voilà, je passe par le newton. Voilà, je vais passer par le newton. 1 newton, je peux le faire, voilà, je peux le faire ici. 1 newton, je vais mettre en noir. Voilà, 1 newton, je viens de vous dire que ça fait 10 exposants 5 din. 1 newton, c'est 10 exposants 5 din. Donc je vais écrire ça. 1 newton égale... Ouais, c'est pas grave, je vais l'écrire. De toute façon, ici, je n'ai plus de place. Hein. Je vais devoir effacer ça ici. Ouais, là, j'ai encore un autre problème. Je vais faire un peu de place. Comme ceci. Voilà. Bon. On sait que 1 newton, fait 10 exposants 5 din. 10 exposants 5 din. Bon, ça, c'est le symbole. Hein. Ça s'écrit comme ça, si vous voulez. Voilà, din. Bon, j'ai pris le symbole. Alors, on sait que din, c'est DI, DY d'ailleurs. C'est même pas DIN, c'est DY. C'est DY pour din. Le symbole, c'est DY. Il n'y a même pas de N. Alors, maintenant, on va rechercher que 1 kg force, c'est 9,81 newtons. 1 kg force égale 9,81 newton. Ouais, mais le newton, je viens de vous le mettre là. Hein. Newton, je viens de vous le mettre là. En fait, c'est 9,81. C'est 9,80 quelque part, mais bon, et 0,6. Il faut voir les unités internationales, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'elles disent. Je vais aller les voir après, je vais vous montrer. Voilà. Mais dans un premier temps, je fixe à 9,81 par facilité. Voilà. C'est plus facile de dire que 9,81 que 9,8006 et des flaflottes. Alors, 1 newton, ça c'est 9,81 fois 1 newton. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que 9,81 newton, c'est 9,80 fois 1 newton. Mais 1 newton, ben, je vais vous le mettre ici. C'est 1 newton vaut, ici, 1 newton vaut
10 exposant 5 din. Donc je dois faire fois 10 exposant 5 din. Voilà. Et là, en faisant le calcul là, j'ai 1 kg force vaut combien de din? 1 kg force vaut combien de din? C'est 9,80 fois 10 exposant 5. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans le tableau. Voilà. Donc ici, 1 kg force, c'est 9,80 fois 10 exposant 5. En d'autres termes, c'est le mauve ici, 9,81 fois le brun là. Vous faites 9,81 newton fois 10 exposant 1 newton fait 10 exposant 5 din, donc je fais 9,81 fois 10 exposant 5 et j'ai ça. Bon, et celui-là maintenant, un din ça fait combien de kilogrammes de force? Ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse, hein. Donc il suffit de diviser par 9,80 fois 10 exposant 5. Donc je fais l'inverse de ce nombre-là. L'inverse de ce nombre-là est ici. Voilà. Et vous avez tout là. Donc là, c'est un tableau en 2 temps de mouvement, vous pouvez l'avoir. Hein. Faites ça en 5 secondes. Bon, alors avant de débuter quoi que ce soit, je vous rappelle ici les unités du système international. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le kilogramme force? Alors quand vous utilisez une unité, bon, c'est pas toujours, c'est très bien parfois d'aller voir, d'aller revisiter la définition. Parfois les définitions changent. Hein. D'après comment on appelle ça, les appareils de mesure qui sont de plus en plus précis, on utilise des appareils de plus en plus précis et on utilise des nouvelles définitions par rapport à des choses qui donnent des précisions. Voilà, par exemple, on va utiliser des radiations électromagnétiques pour mettre une nouvelle définition. Voilà. Alors qu'avant, les définitions, elles étaient ce qu'elles étaient par rapport. Voilà, c'est une question de précision. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir le kilogramme force. Qu'est-ce qu'ils disent? Le kilogramme force, symbole KGF. Effectivement, moi j'ai mis KGF. Aussi appelé kilogramme poids. À ce moment-là, c'est KGP. Ou les anglo-saxons, ici, dans les pays anglo-saxons, l'appellent KP. Chacun l'appelle comme il veut, mais généralement, c'est KGF. Bon, moi j'ai utilisé ici un KGF. Bon. Est une ancienne unité. Vous voyez que c'est une ancienne unité. Malgré tout, bon, c'est dans l'énoncé, il faut résoudre l'énoncé. Peu importe si je ne vais pas mettre l'énoncé à la poubelle parce que je me dis c'est une ancienne unité. Mais non, je dois résoudre l'unité malgré que c'est une ancienne unité de force. Bon. N'appartenant pas au système international, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui relie les notions de masse et de poids. Ça, on le sait. Bon. 1 kg force représente la force due à la gravité subie par une masse de 1 kg. Voilà. Donc, dans un champ gravitationnel, bien sûr, de 9,800665 mètres par seconde carré. Voilà, là, il vous le donne avec précision. Moi, j'ai utilisé 9,81. Voilà. J'ai utilisé 9,81. Alors, pour passer d'une valeur exprimée en kilogrammes force vers des newtons, l'unité de force du système international, il faut multiplier la valeur considérée par l'accélération de l'opérateur qui vaut à la surface de la Terre 9,800665 mètres par seconde au carré, soit 9,8006. Ouais, soit. Alors ça c'est un newton, hein. Kilogramme mètre par seconde carré, c'est le newton. Si vous le dites en newton, voilà, ça c'est en newton. Je vais reculer un petit peu. Voilà. On sait bien que un newton, c'est 1 kg mètre par seconde carré. Voilà. Donc, 1 kg force, c'est 9,8006. Donc, c'est bien ce que j'ai mis. Hein. 1 kg force, c'est bien 9,80. 1 kg, c'est bien 9,80 newton. Voilà. Alors, 1 newton, c'est, si on regarde 1 newton, c'est 0,101. Voilà, c'est l'inverse. Kilogramme force. Hein. Le petit F, on ne le voit pas ici, il était tellement petit. C'est pas kilo, hein, il est marqué kilogramme force, c'est tellement petit. Bon, je vais pas agrandir peut-être tout ça. Je vais l'agrandir parce que c'est vrai que c'est écrit tout petit. On va mettre en 14. Voilà, je le mets en 14. J'espère que là, on voit le KG, même pas, on voit le KGF, il est encore tout petit. Le KGF est encore tout petit, donc bon, on a du mal à voir. De toute façon, il est indiqué ici, hein, KGF, c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais, bon. Alors, bien qu'elle soit seulement supplantée par le newton, le kilogramme force est parfois encore rencontré dans certains domaines, quincaillerie, par exemple la charge maximale d'utilisation, hein,
la tension de rayon de roue de vélo, il a parfois été remplacé plus usuellement par le décanewton, qui est bien sûr 10 newtons. Un décanewton, c'est 10 newtons, dont la valeur est proche de celle du kilogramme force. C'est normal, parce que entre 10 et 9,81, bon, il y a quand même une petite différence, mais on considère que c'est une petite approximation, si vous voulez. On dit que ça vaut 10 environ 10. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si maintenant un kilogramme force vaut 9,81 newtons, mais dans l'énoncé, on donne 0,151 kg force. Bon, donc, voilà. Combien ça fait de newtons? Ben, je fais comme 1 kg force fait 9,81 newtons, je multiplie 0,151 par 9,81 pour avoir en newton. Je multiplie 0,151 par 9,81 fois 10 exposant 5 pour avoir en din, donc j'ai 1,48 fois 10 exposant 5, et je multiplie 0,151 fois 1 pour avoir en kg force, mais il l'est déjà, donc ça fait 0,151 kg force. Bon. En d'autres termes, vous pouvez appliquer cette formule-là, le poids c'est m fois g. Donc la masse c'est le poids sur g. Voilà. Mais la masse c'est le poids. Le poids ici il vaut 9 fois. Ouais, ici il vaut, je vais vous l'indiquer, 0,151 fois 9,81. Voilà. Ça je l'ai en newton. C'est le kilogramme force fois 9,81, on l'a en newton. Alors à ça, je dois diviser par la gravitation, qui est 9,81. En faisant ça, ben, j'ai la masse, qui est de 0,151 kg. Mais la masse, en fait, c'est les kilogrammes force. La masse, c'est le... En fait, la différence entre la masse et la masse en kilogrammes force, mais la masse en kilogrammes force est considérée comme, on va dire, comme ils vous le disent ici, voilà, kilogramme force est une ancienne unité de force. Voilà, c'est une ancienne unité de force. Voilà, qui correspondrait, si vous voulez, à une masse. Parce que, bon, c'est une force qui vaut 151 kg force, on est d'accord, mais c'est aussi une masse. La masse vaut aussi 0,151 kg. Autant là, si je le considère comme force, mais j'ai 151 kg de force. Si je le considère comme masse, j'ai 0,151 kg. Ça veut dire que la différence entre les deux, il y en a qui est considéré comme une force, c'est-à-dire un vecteur force, alors que l'autre est un scalaire. Donc, quand j'indique ceci, kilo, c'est un scalaire. Quand vous indiquez kilogramme force, ben, c'est la masse représentée sous forme de force. C'est-à-dire c'est voilà, c'est-à-dire c'est un vecteur force. C'est un vecteur force. Alors que celui-ci est scalaire. Voilà, c'est juste la différence. Mais une masse de 0,151 kg vaut 0,151 kg force. Pour ça, il n'y a rien qui change. Donc, ce qui veut dire que je récupère à partir de l'ancienne unité qui est le kilogramme force ici, je récupère la masse. La masse, c'est 0,151 kg. C'est ça que je veux dire. Bon, voilà. Ceci étant dit, je mets le C0 de l'eau, que vous devez connaître par cœur. Ben ça, il n'est pas dans l'énoncé, mais à ce train-là, à ce niveau-là, à ce niveau-ci, vous devez être capable de connaître le C0. Le C0 de l'eau. Bon, vous les connaissez par cœur. 0,400, on a 4,185, 4,186, 4,184, 185, 186. Et il y a d'autres autres valeurs suivant les températures données. Hein. Il existe aussi 4,164. Bon, en fonction de la température, vous avez le C. Et en fonction de la température et de la précision C. Voilà. Ben, on considère que sur toute une gamme de température de 0 à 100, on considère que c'est constant parce que sinon, toujours calculé par rapport... On ne serait même... Si on ne considère pas qu'on c'est constant, alors que bon, il n'y a qu'une variation d'1%, hein, une variation d'1%. Si on ne considère pas que c'est constant, à ce moment-là, bon, on ne fait plus de calcul. Hein, parce que c'est variable dans toute la zone, de 0 à 100, bon, on fait un calcul avec quoi? Si on prend une valeur, vous allez dire que c'est pas bon, parce que voilà, vous allez toujours dire que c'est pas bon, c'est normal. Alors c'est pour ça qu'on considère que c'est constant. Alors que normalement, c'est pas constant, hein, c'est légèrement variable, légèrement, à 1%, c'est variable. Bon, alors ici, je vais calculer en joules par gramme par degré. Pourquoi en joule par gramme? Parce que, eh bien voilà, tout simplement parce que l'échantillon est en grammes,
la masse d'eau est en grammes, tout est donné en grammes, donc je vais tout simplement travailler en grammes. Donc la masse ici bien en kilos. Ici j'ai bien une masse, hein. J'ai pas, j'ai un scalaire ici. Voilà, ici je veux travailler avec le C0 que vous devez connaître. Normalement, c'est la première chose on doit mettre. Hein. Voilà. Parce que, il n'est pas dans l'énoncé, mais justement il n'est pas dans l'énoncé parce que à ce train-là, vous devez connaître sa valeur. Quand vous faites de la calorimétrie, au début on vous donne quelques petites valeurs, mais à un moment donné, il faut connaître, commencer à les retenir. Alors, par exemple, si je prends la chaleur massique du cuivre, vous devez la connaître par cœur. Celle de l'aluminium aussi, elles sont proches. Hein. Elles sont proches. Attention qu'il y a les chaleurs massiques liquides et solides, bien sûr. Vous comprendrez qu'il y a voilà, les chaleurs massiques liquides, solides et gazeux, de gaz. Hein. C'est pas les mêmes chaleurs massiques. Bon, alors la chaleur massique ici du cuivre, c'est le cuivre solide. C'est le cuivre solide. Pour l'eau, c'est la chaleur massique de l'eau liquide. Parce qu'il existe la chaleur massique de l'eau solide qui est la glace. La chaleur massique de l'eau vapeur qui est voilà, de l'eau gaz qui est la vapeur. Les trois états possèdent chaque fois leur chaleur massique bien précise. Bon, mais ici, je n'ai affaire qu'à de l'eau, je connais le C0 de l'eau, et on connaît la chaleur massique du cuivre à l'état solide. Enfin, on recherche la chaleur massique à l'état solide du cuivre. Or, le vase, il est solide, et l'échantillon est solide. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à faire de changement de phase et de chercher une chaleur massique liquide, une chaleur massique... Non, on reste toujours... Bien sûr, le vase, il est solide, et l'échantillon est solide. Hein, parce que sinon, à ce moment-là, bon, ça pose un petit problème. On aura deux inconnus. Hein. On aura une chaleur massique à rechercher liquide et une chaleur massique à chercher solide. Voilà, là, on aura une équation à deux inconnus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que je vous disais que on cherche d'abord la chaleur massique à l'état solide, et puis quand on l'a, on peut rechercher la chaleur massique à l'état liquide. C'est pour ça qu'on fait par étapes. Voilà, les expériences se font par étapes, hein, elles ne se font pas en une fois. Il y a moyen de faire... non, elles sont faites par étapes. Même pour avoir un système d'équations à deux inconnus, trouver directement deux inconnus directement, on passe par deux expériences. Voilà, donc il faut décortiquer les expériences pour maîtriser le système, pour qu'il soit contrôlable, pour le maîtriser. Ici, pour le contrôler, on n'a qu'une seule inconnue. Voilà, par rapport à des choses qui sont contrôlables. Contrôlable, c'est l'eau. Partiellement contrôlable, mais c'est l'échantillon, partiellement contrôlable. Il y a juste la chaleur massique qu'on ne connaît pas. Et comment on appelle ça? Le vase, le récipient, il est partiellement contrôlable parce qu'il y a que la chaleur massique qui n'est pas connue. Et ça se réunit quelque part parce que le vase étant en cuivre, l'échantillon étant en cuivre, on n'a qu'une chaleur massique, à l'état, en plus, dans une seule phase qui est l'état solide, il n'y a aucun souci pour trouver, je veux dire, quoi que ce soit, pour la chaleur massique du cuivre, à l'état solide. Voilà, et c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai déterminé le 4, enfin, il faut connaître aussi le C0, ça, il faut connaître. Alors maintenant, pour l'eau, il y a, je vous ai dit, vous rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait ceci, le récipient et l'eau d'un côté, et on a voilà, l'échantillon de l'autre. Voilà. Sur base de ça, je vais mettre mes équations. Je les ai déjà mises. Hein. Je les ai déjà montrées. Voilà. La première, c'est celle qui va considérer l'eau. La seconde, celle qui va considérer le récipient. Et la troisième, celle qui va concerner l'échantillon de cuivre. Alors, je vous rappelle ici, je vais quand même le mettre, c'est un récipient de cuivre. Ne perdons pas de vue que c'est un récipient de cuivre, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule inconnue, hein, il n'y a pas plusieurs. Alors, j'écris les équations de la calorimétrie qui existent depuis plus de 200 ans. La masse fois C fois delta T. Mais attention que c'est la masse d'eau. Voilà, c'est le C de l'eau, c'est la variation de température de l'eau. Et la variation de température de l'eau, je vous l'ai dit, elle va varier de 18,6 à voilà, la température d'équilibre, qui est à 21,4. Donc, pour passer de 21,4, l'eau et le vase vont passer de 18,6 tous les deux à 21,4. Donc on va avoir une petite différence de 3 degrés, environ 3 degrés. Voilà. Et ça, c'est les variations de température que vont subir le vase et l'eau.
Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on a une petite... voilà, c'est 4 degrés 185, si vous voulez savoir. Euh, voilà, c'est 4. Donc, la masse d'eau, c'est 200. Non, ça, c'est la chaleur massique, je m'excuse. 200 grammes fois des joules par gramme par degré Celsius. Voilà, on se retrouve avec des joules par degré Celsius. Et je multiplie par des degrés Celsius. Voilà, c'est même pas 3, c'est 2,8. Ça, c'est la variation de température de l'eau. Qui est la même pour le vase, hein, 2,8. C'est normal, ils sont l'un et l'autre ont même température initiale et même température d'équilibre. Donc fatalement, ils vont varier tous les deux de 2,8. L'un est, l'un est le contenu et l'autre le contenant. Donc le contenu et le contenant ont même température initiale. Et donc fatalement, même variation de température parce qu'ils vont atteindre la même température d'équilibre. Donc on a 2,8 pour l'eau. Voilà. On aura 2,8 pour le cuivre. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la masse du récipient. C'est 0,151 kg force. Si on met en unité, voilà, d'unité, la masse en tant que, en considérant la masse en tant que force, voilà. Mais ici, bon, je l'ai mis en tant que masse. Vous voyez que j'ai fait un recalcul, mais dans ce recalcul, je vous ai dit que 151 kg force vaut 0,151 kg par l'entremise de ce calcul que je vous ai prouvé ici. Voilà. Je vous ai prouvé que l'unité de force, kilogramme force, qui est une masse qui est considérée comme une force, pour la remettre en tant que masse scalaire, ben, je fais un petit recalcul ici, en tenant en compte, bien sûr, voilà, de la gravitation en un lieu qui vaut, moi j'ai pris 9,81, 9,81 divisé par 9,81, ben, ce qui fait 0,151. Donc ce qui veut dire que 1 kg force vaut 1 kg. Mais ici, c'est 1 kg masse, et non plus 1 kg force. Donc ici, c'est 0,151 kg masse fois le C du cuivre, qui est une inconnue. D'ailleurs, je vais mettre en rouge pour vous dire que c'est une inconnue. C'est l'inconnu, c'est ce qu'on recherche. Fois le 2,8, voilà. Et les unités seront tout simplement mises en joules. En joules, hein. Voilà. En joules pour celui-là, bien sûr, mais en joules pour l'eau, en joules pour comment on appelle ça, le récipient en cuivre, et en joule pour l'échantillon. Pourquoi en joule? Parce que c'est d'après mes unités. Hein. Si je fais des grammes, fois des joules par gramme par degré Celsius, fois des degrés Celsius, j'obtiens des joules. Voilà, et j'obtiens, ici on sait calculer, j'ai dit que celui-ci est contrôlable, hein. On connaît tout, 200, 4,186, 2, donc on peut calculer la réponse directement, il est contrôlable. Il est contrôlable complètement. Alors maintenant, le récipient il est partiellement contrôlable, dans le sens où je connais la masse, je connais la variation de température. Donc je fais 0,151 fois 2,8, mais je rassemble ce qui est contrôlable. Et à partir de là, il y a une inconnue. Voilà, ça, je vais le maîtriser au travers des équations. Voilà, alors on va rechercher maintenant l'échantillon de cuivre. Masse d'échantillon de cuivre fois l'échantillon fois le delta T. Attention que le delta T n'est plus le même ici, puisqu'en fait, le cuivre est à haute température, enfin haute. Il est à 98,5. Et là, de 98,5 pour aller jusqu'à 21,4 qui est la température d'équilibre, mais il y a une chute de température de 70 et des degrés, 60, 77, voilà, 77 degrés 1. Voilà, ça, c'est la variation de température. La masse de l'échantillon est de 85 grammes. Bon, si on fait 85 fois 77,1, ben on se retrouve avec 6553, c'est ce qui est contrôlable. Et ce qui est non contrôlable, ben, c'est la chaleur massique du cuivre que l'on recherche. Alors, d'après ces trois équations, ben, il y en a deux qui s'additionnent, puisque l'eau et le récipient de cuivre représentent le sous-système, voilà, le sous-système qui est ici. Voilà, le sous-système qui est là. Ça constitue le premier sous-système, composé de deux sous-systèmes, puisqu'on a l'eau et le... Voilà. Et ceci, je vous avais dit qu'il doit être égalé. Rappelez-vous, quand j'avais fait ceci, je vous avais dit que ceci et ceci doivent être égalés. Rappelez-vous, on a encore la flèche verte qui est ici. La flèche verte est là. On la voit, hein. On la voit encore. Donc rappelez-vous que, parce que j'ai pris
j'ai commencé à expliquer d'autres considérations, mais voilà, il doit y avoir une égalité totale. Oui, il n'y a pas de perte, hein, on considère qu'il n'y a pas de perte. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a une conservation totale. Hein, une conservation totale, ça, là, on n'a pas de perte. Il y a égalité. Ah, égalité. Donc on a deux équations qui vont s'additionner, puisque en fait là, les chaleurs ici vont s'additionner, du sous-système ici s'additionne. Le bilan, c'est une addition de chaleur de ce sous-système, puisqu'il y a deux sous-systèmes, deux corps dans le sous-système qui constituent des sous-systèmes. Donc ces deux corps-là, leur chaleur s'additionne. Par contre, voilà, pour la partie qui va fournir de la chaleur, qui est l'échantillon, mais il n'y a qu'un sous-système, c'est l'échantillon lui-même. On a l'échantillon d'un côté, et de l'autre côté, on a un vase et de l'eau. Voilà. Maintenant, on va additionner, donc on va additionner ceci. Je vais additionner ceci. C'est ce que je fais. Donc, de la première équation, je tire pour l'eau, j'ai tiré 2346,6 plus 0,422 chaleur massique du cuivre. D'ailleurs, je vais le marquer ici. 243, c'est l'eau, plus 0,422, c'est du cuivre, c'est le récipient. Et ça, c'est égal, bien sûr, à l'échantillon de cuivre qui est 6553,5. Bon. Facile, hein. Facile. Alors, vous voyez qu'ici, l'équation, il y a une inconnue qui est ici, et une inconnue qui est pour le récipient, une inconnue qui est la chaleur de cuivre. Heureusement que c'est les deux mêmes, on va dire, matières, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cuivre et le cuivre. Donc on n'a qu'une seule inconnue, que la chaleur massique du cuivre. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends la chaleur massique du cuivre qui est 6553,5 moins 0,428 C du cuivre, voilà, je les soustrais tous les deux, c'est égal à ce qui est connu, ce qui est maîtrisable. Ce qui est maîtrisable, c'est l'eau, la chaleur de l'eau. Voilà, c'est la chaleur de l'eau, elle est là. Ça, c'est la chaleur. Vous prenez la chaleur de l'échantillon moins la chaleur du vase est égale à la chaleur de l'eau. Voilà. Alors, en faisant ça, je mets en évidence C du cuivre. C'est C du cuivre. Le C du cuivre, je vais marquer avec un petit C pour ne pas confondre avec le C de chaleur massique. Le C du cuivre vaut ceci, donc je fais la soustraction, j'obtiens une valeur qui est 6500. Oui, parce qu'il était à 5, on n'enlève que 0,442. Hein. Donc on reste à 6,553, donc il va rester 6, voilà, c'est bon, la soustraction est bonne. On retire même pas 4 dixièmes, hein, ou 42 centièmes qu'on enlève. Hein. Par rapport à la chaleur massique de l'échantillon, on n'enlève que 42 centièmes, hein. Rien de plus. Hein. Voilà, et ça c'est toujours égal à la chaleur de l'eau. Maintenant, on va faire la division de la chaleur massique de l'eau divisée par la chaleur, voilà, la soustraction des valeurs qui ont donné 6553,077720, enfin, 0,7720. Je fais la division et je trouve 0,357 qui est en fait tout bonnement la chaleur massique du cuivre. Chaleur massique du cuivre. Alors, dans les tables, avant toute chose, je remets au millième. Voilà. Et ça fait 0,358, hein, si je remets le calcul au millième. Voilà, ça fait 0,358. Alors, je vais rechercher dans les tables sur Internet. Je trouve 0,385. 0,385 et l'écart par rapport à celui est de 27 millièmes. Bon, c'est raisonnable, hein, entre 0,358 et 0,385. Rappelez-vous que ça provient de laboratoire et donc on comprend qu'il y a des erreurs, voilà. Pour trouver ça à 100%, c'est difficile.
Déjà, on a 27 millièmes d'écart. J'ai pas parlé d'erreur ici, hein. J'ai parlé d'écart par rapport à ma réponse. Ça, c'est ce qu'il y a dans les tables. Et ça, c'est la réponse par rapport à un laboratoire qui a été fait. Alors maintenant, il faut voir les conditions de laboratoire aussi. Alors maintenant, je vais aller sur le site. Non, je vais réécrire parce que il a complètement foiré. On va aller voir vite cette valeur. Sur le site goodfellow.com. Alors, vous descendez en bas, vous allez chercher propriété des matériaux. J'ai déjà montré ça plusieurs fois, hein, je crois. Donc ici, caractéristiques thermiques, ouais, il faut que j'aille chercher le cuivre. Donc il y a la liste alphabétique, vous allez chercher C, cuivre. Là, il y a tous les C qui apparaissent. Je vais chercher le cuivre. H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Et le cuivre CU, il est là. Alors, on va regarder, caractéristiques thermiques. Voilà. 385 joules par kilo. 385. Bon, c'est un petit peu celui que j'ai noté là-bas. 0,385. Oui, étant ce qu'ici, s'il est en joules par kilo, moi je les mets en joules par gramme. Hein. Je les mets en joules par gramme, c'est normal, si on met en joules par kilo, on va se retrouver avec ceci fois 1000. Hein. C'est normal qu'on a là, je vais mettre même format. Là, il est en joules par kilo. Pour 1 kilo. C'est le nombre de joules apportés pour 1 kilo. Pour le cuivre. Nombre de joules de chaleur. Enfin, la quantité de chaleur à apporter pour faire monter d'1 degré et 1 kg de cuivre. 358, il faut apporter 358 joules. Pour 1 kilo. Bon. Ben, ici, l'écart, il est quand même petit. Hein. Il est petit. Voilà, donc en fait ici il y avait juste une petite astuce, encore c'en est pas une, c'est que la masse il a donné en... Enfin, il pesait, enfin il donnait la masse équivalente en poids. La masse équivalente en poids. Voilà, la masse équivalente en poids. Voilà, je vous remercie beaucoup.